Bien, bonjour à toutes et tous et merci de votre présence pour cette dernière séance à proprement parler de cette année, puisque nous retrouvons, cette année académique, je veux dire bien sûr, puisque nous retrouvons encore la semaine prochaine pour une journée d'études internes. Aujourd'hui, c'est la dernière séance de séminaire à proprement parler. Et comme vous le voyez, on est un peu moins nombreux que d'habitude. Il y a des raisons à cela. Outre les examens, il y a le fait que Quentin Landen avait aussi un colloque à organiser et les dates étaient contraignantes au regard des exigences du projet européen. Donc ça déborde sur cet après-midi. D'autres avaient un colloque en Angleterre et donc tout ça fait que nous sommes un petit peu moins nombreux. Mais comme on dit dans ces cas-là, c'est la qualité du public qui compte, bien sûr, et la qualité de l'intervenant. Et nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Rémi Mermet, qui est docteur en philosophie de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'histoire de l'art de l'Université de Genève. Il est actuellement chercheur postdoctoral à l'ENS dans le cadre de l'école universitaire de recherche Transliterae, transfert et humanité interdisciplinaire. Ses recherches portent sur l'histoire et l'actualité de l'esthétique philosophique dans ses divers rapports aux arts, aux sciences humaines et aux sciences naturelles. Rémi est un spécialiste de la pensée germanique du début du XXe siècle, notamment de la Kulturwissenschaft et de la philosophie d'Ernst Cassirer. Il s'intéresse également à d'autres champs et traditions théoriques comme l'épistémologie historique et l'esthétique expérimentale. Et il a, entre autres, co-dirigé l'histoire de l'art et ses concepts autour de Heinrich Wölfflin aux éditions de la Rue d'Ulm en 2020, et également la nouvelle traduction par Sacha Zilberfarb des principes fondamentaux de l'histoire de l'art du même Wölfflin, qui va paraître qui paraît en septembre à l'Écarquillé. Voilà, et il a intitulé donc sa conférence aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, l'historique, le transcendantal de style sur l'inépuisable contemporanéité de la Kunstwissenschaft. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, Rémi, et je te cède la parole. Merci beaucoup déjà pour votre invitation. Je suis très très heureux d'être avec vous cet après-midi. J'avoue que j'ai beaucoup d'attentes concernant la discussion qui va, j'espère, émerger. À vrai dire, je ne savais pas quel était votre degré de familiarité avec la pensée germanique du début du XXe siècle, peut-être plus ou moins. En tout cas, n'hésitez pas à revenir avec des questions sur des points qui vous paraîtraient peu clairs si mon propos était trop précis, enfin en tout cas trop fermé sur cette chose-là. J'ai longtemps hésité sur la matière de mon exposé du jour. C'est vrai qu'à la base, je devais proposer quelque chose sur l'historien de l'art et philosophe des sciences Edgar Wind, sur lequel je travaille actuellement. Et en relisant le petit papier, le petit argument, enfin même l'argument assez développé que vous avez fait sur votre séminaire, sur la question de la contemporanéité, je me suis dit que ça serait une bonne idée d'essayer de faire un petit pas de côté, ou en tout cas un mouvement réflexif, pour essayer de comprendre pourquoi, moi personnellement, mais pourquoi un nombre de chercheurs assez important continue à s'intéresser à ce mouvement de pensée par Kunstwissenschaft. Il ne faut pas comprendre sciences de l'art ou histoire de l'art au sens général, parce qu'en Allemagne, on peut encore parler de Kunstwissenschaft, comme on parle de Bildwissenschaft, donc de sciences de l'image. Là, quand on parle de Kunstwissenschaft dans ce contexte particulier, c'est vraiment la pensée de l'art, ou en tout cas l'histoire de l'art scientifique allemande de la toute fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Et donc c'est un moment assez restreint dans l'histoire des idées, mais c'est quand même, en tout cas en histoire de l'art, en philosophie de l'art et dans toutes les visual studies, c'est vraiment un point d'ancrage extrêmement important, et il y a énormément de travaux qui se font sur ce mouvement. Et donc c'était un petit peu parler de la contemporanéité de penser, penser au présent, penser en contexte. C'est un peu l'occasion pour moi d'essayer d'interroger pourquoi on continue en 2023 à parler de cette tradition de pensée qui a plus d'un siècle. Donc, comme l'indique le titre de ma communication que vous voyez derrière, et comme je viens de vous le dire, je me propose aujourd'hui d'interroger ce que j'ai nommé l'inépuisable contemporanéité de la Kunstwissenschaft, donc c'est-à-dire de ce mouvement intellectuel germanique qui, au tournant du XXe siècle, donc fin 1890 jusqu'à 1930,
40 à peu près, s'est donné pour mission d'instituer l'histoire de l'art comme une science à part entière. Parce qu'il ne faut pas oublier que avant la fin du XIXe siècle, ou plutôt début XXe siècle, l'histoire de l'art n'était pas une discipline universitaire à proprement parler. Les premières chaires datent vraiment de ce tournant du XXe siècle. Les premières chaires en Allemagne, parce que c'est l'Allemagne qui a lancé le mouvement. Et comme je vous l'ai dit plus ou moins en introduction, il est vraiment frappant de constater depuis au moins 40 ans, voire même un peu plus, depuis les années 70, avec la remise à l'honneur successive des travaux d'Erwin Panofsky, qui est probablement le plus connu des tenants de la Kunstwissenschaft, à Louis Riegel également, ou à Bill Warburg, beaucoup plus récemment. C'est quelque chose de très frappant de voir à quel point la Kunstwissenschaft n'a cessé de fasciner bien au-delà tant des frontières de l'Allemagne elle-même, des pays germaniques en général, que de l'histoire de l'art à strictement parler, pour devenir l'objet de débats très actuels, non seulement dans le champ des études visuelles en général, que celui même de la philosophie au sens le plus large du terme. On ne compte plus, à l'heure actuelle, les travaux philologiques, historiographiques ou théoriques sur la question, ainsi que les traductions de textes issus de cette tradition dans un nombre de langues extrêmement variées. Et la retraduction, puisque les principes fondamentaux de l'histoire de l'art de Wölfflin qu'on fait paraître en septembre, c'est une retraduction, puisque la traduction française était datée un petit peu. Mais il y a, pour prendre juste l'exemple du livre de Wölfflin, il est traduit même en coréen, en japonais, etc. Donc il y a vraiment, et c'est des traductions assez récentes, donc il y a vraiment un mouvement de fond, en tout cas dans le domaine de la philosophie de l'art et des études visuelles, sur cette tradition de pensée. Et bien sûr que les raisons de cet attrait contemporain pour la Kunstwissenschaft sont multiples, multifactorielles, et je ne vais pas prétendre aujourd'hui vous apporter une explication définitive. Mais s'il y a quelque chose qui me semble néanmoins décisif dans cet attrait contemporain pour la Kunstwissenschaft, pour ce retour continu à cette tradition de pensée, c'est probablement notre appétence pour son caractère à la fois ouvert, critique et surtout interdisciplinaire. Dans l'histoire intellectuelle récente, la Kunstwissenschaft fait figure de véritable Arcadie de l'esprit, pour reprendre la belle formule de Daniel Cohn, avec qui j'ai fait ma thèse, puisque cette science de l'art, Kunstwissenschaft littéralement c'est la science de l'art, même si science n'est pas à prendre au sens des sciences naturelles, mais d'une scientificité propre aux sciences humaines, puisque cette science de l'art a su faire dialoguer de manière inégalée des historiens, des philosophes, des psychologues et des anthropologues, et même d'autres disciplines, autour d'une ambition commune, celle de conférer au discours sur les arts, et plus précisément sur les arts plastiques, une rigueur conceptuelle propre, enracinée dans l'étude des structures mêmes de notre expérience sensible. Donc, la spécificité de la Kunstwissenschaft, et ce n'est pas un hasard si la Kunstwissenschaft est née en Allemagne, dans les pays germaniques, parce que l'Autriche et la Suisse allemande font partie de ce mouvement, la spécificité de la Kunstwissenschaft, c'est qu'elle est liée d'emblée à l'esthétique, en tant non seulement que philosophie de l'art, mais que science de la connaissance sensible, pour reprendre la définition canonique de Baumgarten. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'une sorte de symbiose qui s'opère à cette époque-là entre esthétique, philosophie de l'art et histoire de l'art. Donc, en cela, on peut dire que la Kunstwissenschaft est une science profondément réflexive. Et ce qui marque vraiment sa spécificité, c'est qu'elle a activement recherché à légitimer la scientificité de son propre discours. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui participe de l'intérêt qu'on continue à porter sur elle. Et cette réflexivité du discours de la Kunstwissenschaft est intimement liée donc, à son contexte culturel et historique, puisqu'elle est une sorte de dérivation de ce qu'on a appelé, ou en tout cas ce que Wilhelm Dilthey, le philosophe allemand, a appelé à la fin du XIXe siècle la critique de la raison historique. Donc par critique de la raison historique, il faut entendre dans une filiation kantienne des trois critiques, une, je cite ici Dilthey dans l'introduction aux sciences de l'esprit de 1883,
il dit que la critique de la raison historique est une critique de la faculté que possède l'homme de se connaître lui-même, ainsi que la société et l'histoire, ses créations. Donc, dans ce cadre, la fécondité théorique de la Kunstwissenschaft provient de ce qu'elle a tenté de penser ensemble l'historique et le transcendantal, de montrer comment l'historique et le transcendantal pouvaient s'articuler l'un à l'autre, ainsi que l'a entre autres très brillamment montré Maud Hagelstein dans son ouvrage « Origine et survivance des symboles » en 2014. Or, et c'est là la question moi qui m'intéresse pour le présent, articuler ou penser l'articulation de l'historique et du transcendantal signifie non seulement réfléchir aux conditions de possibilité de toute science historique, c'était le projet de Dilthey, aux cadres catégoriels qui nous permettent d'avoir une prise cognitive sur le devenir des formes culturelles. Donc là, c'est vraiment le transcendantal de l'historique au sens le plus classique. Mais ça signifie également, cette articulation entre historique et transcendantal, il me semble, réfléchir en retour à l'historicité même de ces conditions de possibilité, à leur nature inhéremment contextuelle, pour reprendre justement les termes du séminaire qui nous réunit en ce moment même. Donc là, on a un véritable paradoxe fécond de cette critique de la raison historique, de cette raison historique, de cette transcendantalisation de l'historique qui appelle en même temps à une historicisation du transcendantal. Et c'est ça vraiment ce nœud, ce paradoxe qui, me semble-t-il, nous rend la Kunstwissenschaft si contemporaine. Puisque, à notre époque, qui est ce qu'on a pu notamment appeler l'époque du global turn, et de la remise en cause de l'eurocentrisme, voire même de l'anthropocentrisme de nos savoirs, comme de nos modes de vie, soutenir, comme c'était le cas lors de la Kunstwissenschaft, qu'il est possible et même nécessaire d'embrasser à la fois la relativité des productions humaines tout en tenant compte de sa propre position d'énonciation, et ce, sans pour autant tomber dans un relativisme autodestructeur. Donc là, vous voyez qu'on essaye de tenir à la fois le relativisme et l'universalisme, en tout cas de penser, de voir que notre énonciation est toujours incarnée dans une histoire, une culture, etc., et en même temps, essayer de maintenir l'idée d'une universalité, alors qui serait peut-être incarnée ou plurielle, etc. Mais c'est vraiment cette tension-là qui travaille la Kunstwissenschaft, et c'est ça qui lui confère cette force d'attraction. Et là aussi, il me semble que cette force d'attraction particulière de la Kunstwissenschaft n'est d'ailleurs que le pendant théorique de la force d'attraction de l'art lui-même, de l'œuvre d'art. Puisque ce qui signe la spécificité de l'œuvre d'art, pas forcément d'ailleurs de l'œuvre visuelle, hein, ça peut être l'œuvre littéraire, etc., par rapport à un document historique quelconque, là pareil, je fais une séparation entre le document historique et l'œuvre d'art, c'est un peu grossier, mais on peut dire que ce qui fait la spécificité de l'œuvre d'art par rapport au document historique lambda, c'est que cette œuvre, bien qu'issue d'un contexte historique singulier dont elle porte assurément la trace, va toujours déborder activement ce contexte pour continuer à faire sens au présent et à se rendre toujours présente dans un contexte nouveau. Et c'est, d'une certaine manière, ce qu'appelait Walter Benjamin dans son texte de 1922 sur les affinités électives de Goethe, la teneur de vérité de l'œuvre, donc ce qui se maintient de l'œuvre par opposition à son simple contenu historique concret, et qui n'est en cela que circonstanciel. Donc voilà, et là aussi, on retrouve cette même tension entre l'historique et une sorte de transcendantal ou d'universalisable, en tout cas. Et pour aller un petit peu plus loin conceptuellement, le concept de style, justement, qui est le concept phare de la Kunstwissenschaft. Il ne faut pas oublier que c'est au début du XXe siècle, pas seulement dans la Kunstwissenschaft, on peut penser dans l'histoire littéraire, notamment en France, le concept de style, c'est fin XIXe, début XXe, qu'il devient un concept scientifique à part entière, et peut-être l'un des concepts les plus forts des sciences humaines en général. Ce concept de style, qui est vraiment le concept que vont travailler ces historiens de l'art allemands du début du XXe siècle, est, selon moi, le symptôme le plus visible de ce télescopage à la fois des temporalités et des significations. Puisque le style est à la fois individuel et collectif, descriptif et évaluatif, contextuel et durable. Le style, c'est un concept qui est en tension intrinsèque. Et il est une sorte de pur produit du paradoxe de la raison historique, tel qu'il est révélé par l'œuvre d'art. Donc, une sorte de... quelque chose qui est à la fois historique et en même temps qui s'extrait de cette historicité. Et c'est pourquoi,
pareil, là, c'est une interprétation personnelle. Ce concept qui a été très largement délaissé après-guerre, hein, jusque dans les années même 80, du fait d'un présumé manque de rigueur théorique. Hein, on était plutôt dans le signe plutôt que le style. Par exemple, voilà, chez les structuralistes, on ne parle pas du tout de style, quasiment pas. Depuis 30 ans, c'est assez frappant de voir que le concept de style fait un retour marqué dans beaucoup de sciences humaines, notamment. Alors la littérature, c'est peut-être un peu différent, parce qu'il y a toujours une tradition stylistique que je connais moins. Mais en tout cas, en histoire de l'art, on ne parlait pas du tout de style jusqu'aux années 80-90. Là, ça revient un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit apparaître en philosophie, en anthropologie, en sociologie, même dans les sciences cognitives. Et en tout cas, moi, ce qui me marque le plus dans ce retour en grâce du concept de style, c'est qu'il est vraiment de plus en plus utilisé en histoire et philosophie des sciences, et notamment des sciences naturelles. Il y a vraiment, depuis une trentaine d'années, l'usage assez fort du concept de style en histoire et philosophie des sciences, mais vraiment naturelles. Et il est en effet remarquable, pour citer les plus connus, que des historiens des sciences comme Alistair Crombie ou des philosophes comme Ian Hacking, qui vient tout juste de disparaître, se soient emparés du concept de style pour qualifier les différentes modalités de la pensée scientifique au cours de l'histoire. Et ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est qu'ils ont plus ou moins explicitement rapporté ce concept de style à la Kunstwissenschaft. C'est-à-dire que les deux références récurrentes des historiens des sciences en matière de style, c'est Riegel et Wölfflin. Donc ils sont deux des plus grands tenants de la Kunstwissenschaft, de la science de l'art germanique du début du XXe siècle. Alors, il faut avouer, c'est vrai que ces mentions de Riegel et de Wölfflin chez ces historiens et philosophes des sciences ne donnent jamais lieu vraiment à une analyse très poussée des positions de Riegel et de Wölfflin. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même, ils sont au moins, si ce n'est aller lire complètement leurs textes, ils sont allés chercher cette tradition-là. Et le fait, ne serait-ce qu'on parle de style scientifique, constitue, d'après moi, quand même une sorte d'événement théorique ou philosophique, puisque ce passage à un siècle d'écart du style comme outil conceptuel au service de la science de l'art, au style aujourd'hui comme concept qui va déterminer le fonctionnement de la science elle-même, ce passage-là ne possède en soi pas grand-chose d'évident. Le discours scientifique, a fortiori celui qui va traiter de la nature, on va se dire de manière un peu spontanée que par principe, c'est un discours dont le contenu va échapper aux contingences culturelles de sa mise en forme. Le mathématicien, il ne se dit pas, tiens, je vais faire, quand je fais ma formule mathématique, c'est pas lié à ma langue, voilà. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la première idée qu'on a en tête. Et c'est vrai que quand on pense discours scientifique en termes de sciences dures, on pense à un discours objectif par excellence, celui en tout cas dont la validité va transcender justement les particularismes de son énonciation. Et ce que l'histoire et la philosophie des sciences ont découvert, ou plutôt admis, puisque finalement c'était quand même quelque chose de sous-jacent, avec l'usage du concept de style, c'est qu'objectivité ne rime pas forcément avec impersonnalité. La science naturelle a beau viser une forme d'universalité, elle se déploie, quoi qu'on en dise, toujours dans un contexte historique, social, politique donné. Ça, c'est une des grandes avancées de la sociologie des sciences, depuis, pareil, 30-40 ans. Donc la science est, au même titre que les autres activités humaines, une pensée incarnée dans le flux quotidien de notre vie sensible. Là, si j'utilise mon propre vocabulaire d'esthéticien. Et c'est pour ça qu'on peut dire que l'esthétique et l'épistémologie ont toujours partie liée. Et je pourrais dire que l'esthétique et en tout cas l'épistémologie ou la théorie de la connaissance sont liées dès l'origine, puisque dans la définition originelle de l'esthétique par Baumgarten au milieu du XVIIIe siècle, c'est l'esthétique et la science de la connaissance sensible. Donc il y a tout de suite une idée de connaissance ancrée dans le sensible humain. Donc on voit vraiment que la question de l'esthétique n'est pas opposée à la science. C'est vraiment des choses qui s'intriquent dès l'origine. Mais là, on a quand même quelque chose d'assez particulier avec cet usage du concept de style en histoire des sciences. Et c'est quelque chose en fait qui avait déjà été noté
dès les années 60 par le philosophe français Gilles Gaston Granger, donc dans son essai d'une philosophie du style, puisque dans ce livre, qui était une sorte d'apax, parce que Granger parle de style en sciences dans les années 60, il faut attendre quand même vraiment les années 90 pour que ça prenne racine et que ça se développe de manière beaucoup plus... que la question du style devienne beaucoup plus importante en histoire et philosophie des sciences. Et donc ce qu'il note dans ce livre à la fin des années 60, c'est que toute œuvre humaine possède un style spécifique, car selon lui, toute œuvre, qu'elle soit d'ordre artistique ou scientifique, est le résultat d'un travail individuel et collectif de structuration, c'est-à-dire de mise en forme de notre expérience. La science est une mise en forme de l'expérience, au même titre que les autres, avec ses propres spécificités, mais c'est quand même un processus de mise en forme de l'expérience. Et c'est la raison pour laquelle Granger, dans un retour assumé à Kant, qualifie dans son livre le style de problème transcendantal concret. Donc là, on retrouve ce sort de paradoxe. Le transcendantal, normalement, ce sont les conditions de possibilité au-delà de l'expérience qui rendent possible l'expérience. Donc là, le transcendantal concret, on a une tension très féconde qui, en fait, va renouer, alors sans que Granger lui-même en ait vraiment conscience ou en prenne toute la mesure, en tout cas, ce transcendantal concret renoue en fait avec les questionnements qui ont animé, qui sont au cœur de la Kunstwissenschaft d'avant-guerre. Puisque, en tout cas, c'est la thèse que je vais défendre aujourd'hui devant vous, ce transcendantal concret, c'est ce que la Kunstwissenschaft ou la science de l'art a justement tenté d'approcher au moyen de ce qu'elle a nommé les principes fondamentaux de l'histoire de l'art. Et les principes fondamentaux de l'histoire de l'art, donc c'est le nom du livre de Wölfflin, mais il faut savoir qu'en fait c'était le débat scientifique dans ce milieu des arts visuels, c'était la question qui a complètement animé les 30 premières années du XXe siècle, en tout cas en Allemagne, qui a animé les débats intellectuels. C'était vraiment des débats passionnés. Tous les principaux historiens de l'art de l'époque ont écrit leurs principes fondamentaux de l'histoire de l'art. Donc, on a Riegel, en tout cas dans ses Stilfragen, question de style, qui va essayer de déterminer des principes fondamentaux. Un historien de l'art moins connu, l'allemand August Schmarzow, qui a le premier écrit un livre qui s'appelle Principes fondamentaux de l'histoire de l'art. Donc, c'est lui qui donne le terme. Enfin, en français, on dit principe, mais en fait, c'est Grundbegriff, donc c'est concepts fondamentaux de l'histoire de l'art. Et on a pris l'habitude en français d'appeler ça des principes. Bon, voilà, c'est pas exactement la même chose, mais bon, on garde, c'est l'usage. Ensuite, Wölfflin, dont j'ai parlé, Panofsky, Edgar Windt, etc., tous ont croisé le fer pour non seulement essayer de dresser la liste de ces fameux principes, qu'est-ce que pourraient être les principes fondamentaux de l'histoire de l'art, donc une sorte de critique transcendantale pour essayer de dégager les catégories de ce que pourrait être une connaissance historique de l'art. Mais ils ont aussi essayé en même temps d'établir de manière plus générale ce qu'est peut-être ou devrait être un principe fondamental de l'histoire de l'art. Donc ce n'est pas simplement dresser une liste, mais essayer aussi d'éclairer la nature de ce que devrait être un principe, ou en tout cas un cadre transcendantal pour l'histoire de l'art. Et le texte probablement le plus emblématique de cette controverse, en dehors des principes fondamentaux de l'histoire de l'art de Wölfflin dont je parlais tout à l'heure, le texte le plus emblématique, alors il est connu peut-être un petit peu moins justement que les principes fondamentaux, parce que les principes fondamentaux c'est un livre que tous les étudiants d'histoire de l'art sont censés avoir lu, même s'ils ne le lisent pas forcément. Là c'est un texte beaucoup plus théorique, qui est même extrêmement théorique et très ardu à lire, donc un peu moins lu en tout cas peut-être des étudiants. Mais c'est pour moi le plus emblématique de cette controverse parce que c'est le plus réflexif. En fait, c'est celui qui va disséquer le plus loin cette question des principes fondamentaux. Donc, c'est l'article que Panofsky fait paraître en 1924 sous le titre « Sur la relation entre l'histoire de l'art et la théorie de l'art, contribution au débat sur la possibilité de concepts fondamentaux de la science de l'art ». Donc là, vu que c'est une traduction récente, on a bien gardé concepts fondamentaux et non pas principes fondamentaux. Et ce qui fait toute la richesse de cet article, c'est que Panofsky tire le bilan de 3 décennies de débat, parce que vraiment ça commence à la fin du XIXe siècle, donc là il est au milieu des années 20, et là il a assez de recul pour essayer de tirer le bilan de ces débats. Et
Dans ce texte, Panofsky va plus spécifiquement s'appuyer à la fois sur une relecture transcendantale, donc plus philosophique des travaux de Hegel, qui eux sont fortement encore marqués par la psychologie, puisqu'il faut savoir que chez Dilthey aussi, à la fin du XIXe siècle, il y a cette idée que l'histoire, pour devenir une science, doit s'adosser à la psychologie, puisque c'est vraiment la psychologie dans les sciences qu'on appelait à l'époque les sciences de l'esprit, était considérée comme la première science de l'esprit un peu rigoureuse. Donc il y a cette volonté pour ne pas rester dans le simple historicisme et essayer de penser des cadres conceptuels de l'esprit humain, de s'ancrer dans la psychologie. Donc Hegel, qui est d'une génération antérieure à celle de Panofsky, va lui utiliser plutôt un cadre psychologique pour penser ces principes fondamentaux de l'histoire de l'art. Donc lui, Panofsky, va les prendre et essayer d'en faire une relecture plus transcendantale à la manière de Kant. Et donc ça, c'est la première grande influence. Et la deuxième grande influence de Panofsky, c'est Wölfflin, mais là, plutôt dans le rejet. C'est-à-dire que, alors, je ne vais pas en parler du tout aujourd'hui, mais il reprochait justement à Wölfflin d'être trop formaliste. Alors ça, c'est une autre question. Je pense que c'est... voilà, Wölfflin n'est pas un formaliste au sens vraiment forme opposée au contenu, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ce qu'il lui reproche surtout dans cet article-là, et ce qu'il reproche aux principes fondamentaux de Wölfflin, c'est qu'ils sont encore, selon lui, trop ancrés dans l'empiricité historique. Donc pas assez transcendantaux, pas assez universels, d'une certaine manière. Et cet article-là, Panofsky va l'écrire en dialogue constant avec son élève et ami Edgar Windt, avec qui il partage le même goût de la précision conceptuelle. Et de ce dialogue va donc émerger cet article. Et dans cet article, Panofsky se donne pour objectif rien moins que d'élever l'histoire de l'art, je cite, au rang de science transcendantale. Vous voyez qu'il y a quand même une ambition là, philosophique extrêmement forte. Donc, quand il parle d'histoire de l'art comme science transcendantale, c'est tout simplement l'idée de lui conférer une légitimité conceptuelle similaire à l'histoire de l'art, donc une légitimité conceptuelle similaire à celle que Kant avait découverte dans les sciences mathématiques de la nature et chez Newton. Donc c'est en gros, je caricature un peu, mais là c'est comme s'il se voulait le Newton de l'histoire de l'art. Donc vraiment donner les principes clairs d'une science objective de l'art. Mais qui n'est pas une science. Voilà, l'objectivité dans la Kunstwissenschaft, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Ne prétend pas dériver ses méthodes des sciences naturelles. C'est vraiment trouver sa propre méthode avec les outils, vraiment trouver les outils propres aux sciences humaines et les fonder, leur donner une scientificité qui serait analogue à celle... C'est une question d'analogie avec les sciences naturelles, parce que le problème, c'est qu'en français, quand on parle à sciences de l'art, on a plutôt tendance à penser neurosciences, etc. Ce n'est pas du tout leur projet, en fait. C'est vraiment de fonder donner les lettres de noblesse aux sciences humaines telles que nous, on les pratique aujourd'hui. Et on est vraiment les héritiers là, de la Kunstwissenschaft dans notre pratique quotidienne. Et voilà, c'est exactement ça qu'il faut retenir de cette idée de science transcendantale de l'art. Donc, je vais vous citer quelques extraits du texte de Panofsky, et ce premier extrait me semble assez clair, donc je le cite. L'histoire de l'art comme pure science d'objet, qui ne fait que s'orienter sur les problèmes artistiques sans réfléchir sur eux, n'est capable de connaître que les critères stylistiques et leur agrégat, pas les principes de mise en forme et leur unité. Donc en d'autres termes, même l'historien de l'art, ce que veut nous dire Panofsky, c'est que même l'historien de l'art le plus positiviste ou historiciste qui soit, se doit de réfléchir aux concepts fondamentaux de sa propre pratique, puisque cet historien utilise, sans le savoir, des catégories transcendantales en permanence, c'est-à-dire ce qui lui permet de réfléchir. En fait, on utilise tout le temps des concepts, même si on n'y pense pas. Puisqu'il est impossible de décrire la moindre caractéristique stylistique, de donner sens à la moindre transformation historique d'une forme artistique, sans recourir, nous dit Panofsky, à des principes littéralement méta-historiques. Donc il y a toujours ce lien entre l'historique, c'est pour ça, quand il parle de théorie de l'art, c'est ça, c'est ce qui est au-delà de l'histoire, c'est le méta-historique qui permet de penser l'historique. Donc l'idée de Panofsky, c'est vu qu'on utilise des concepts en permanence sans le savoir, en tout cas certains sans le savoir, il vaut donc mieux réfléchir, essayer de définir ce que sont ces concepts, les maîtriser le fonctionnement de ces concepts, plutôt que de les utiliser de manière sauvage et désordonnée. C'est pour ça que Panofsky soutient que l'histoire de l'art, prise en tant que
pure discipline empirique ne peut pas se fonder elle-même. Elle a besoin d'une base conceptuelle plus solide, c'est ce qu'il appelle la théorie de l'art ou réflexion sur les problèmes artistiques fondamentaux. Quand Panofsky distingue entre histoire de l'art et théorie de l'art, là il ne fait pas un distinguo entre, par exemple, l'historien de l'art et le philosophe de l'art. Ça peut être le cas, mais il dit très bien que, et c'est son ambition à lui, que l'historien de l'art et les théoriciens de l'art peuvent être dans la même personne. Lui se dit historien de l'art et théoricien de l'art. Simplement, pour lui, le théoricien de l'art, c'est celui qui va faire une réflexion méta, ou en tout cas qui va prendre sa propre discipline scientifique comme objet de son investigation. Et Panofsky insiste vraiment sur ce point. Ce rapport de l'histoire de l'art à la théorie de l'art est non seulement nécessaire d'un point de vue épistémologique, donc de la méthode, mais il est également objectif selon lui, car il est déterminé par la nature même de l'objet dont à la fois l'histoire de l'art et la théorie de l'art cherchent à rendre compte, c'est-à-dire l'œuvre d'art. Donc, pour me faire expliquer, je vais vous citer un extrait un petit peu plus long, j'espère que ça ne sera pas trop ennuyeux à la lecture. Je cite Panofsky. L'histoire de l'art et la théorie de l'art dépendent l'une de l'autre, et cette relation de réciprocité n'a rien de fortuit. Elle découle nécessairement du fait que l'œuvre d'art, comme toutes les réalisations de l'esprit créateur de forme, possède par nature la double propriété d'être d'une part conditionnée de facto par des circonstances de temps et de lieu, et de constituer d'autre part, sur un plan idéal, la solution intemporelle et pour ainsi dire absolue de problèmes donnés a priori, de naître dans le courant du devenir historique et de pénétrer néanmoins dans la sphère de la validité suprahistorique. C'est pourquoi le phénomène historique, s'il doit vraiment être compris dans son intégralité et dans son unicité, élève de toute nécessité cette double revendication. D'un côté, être compris en tant que conditionné, c'est-à-dire placé dans la succession historique des causes et des effets. De l'autre, être compris en tant qu'inconditionné, c'est-à-dire détaché de la succession historique des causes et des effets, pour être reçu par-delà toute relativité historique comme la solution sans temps ni lieu de problèmes sans temps ni lieu. En cela réside la problématique particulière, mais aussi l'attrait particulier de toute recherche dans le domaine des sciences de l'esprit. Donc là, on voit bien que de par la nature, en tout cas pour Panofsky, de par la nature spécifique de son objet, l'art, qui est à la fois historique mais semble échapper à cette historicité, on voit que le discours l'art est obligé de conjoindre l'historique et le transcendantal, c'est-à-dire de penser au mieux leur articulation pour la mettre à profit et ainsi augmenter l'efficacité cognitive de la Kunstwissenschaft. Et c'est par cette réflexivité méta-historique que la Kunstgeschichte, donc l'histoire de l'art au sens historique du terme, devient une Kunstwissenschaft. Ça, c'est vraiment l'idée vraiment centrale de ces années 1900-1930. Et alors là n'est pas le lieu en fait, d'entrer dans les subtilités de la démonstration de Panofsky, qui, comme je vous disais, assez ardue. Là, je pense que l'extrait que je vous ai montré le montre assez bien. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, Panofsky va proposer dans ce texte une réinterprétation vraiment originale et détaillée du cadre de l'épistémologie kantienne. Donc, ça aussi, c'est un autre point très intéressant de la Kunstwissenschaft, c'est que là, quasiment tous les historiens de l'art de cette époque-là ont une vraie formation philosophique extrêmement poussée. Ils connaissent leur Kant sur le bout des doigts, ils connaissent Hegel, etc. Et à l'inverse, de très nombreux philosophes s'intéressent de très près aux résultats des sciences empiriques de l'art. Donc il y a vraiment là un jeu de dialogue extrêmement fécond. Ce que je voudrais simplement souligner ici, c'est l'idée vraiment à retenir du texte de Panofsky, c'est qu'il considère comme indispensable, pour ne pas se perdre dans la masse foisonnante de l'histoire des styles, des œuvres, etc., donc ce qu'il considère indispensable, c'est donc de remonter au-delà de l'empiricité des œuvres concrètes, en direction des principes même de la création artistique, comme de la connaissance historique. En fait, c'est l'idée de se faire une sorte de cadre conceptuel qui permet après de s'orienter vraiment dans l'empiricité des œuvres. Là, je vous mets peut-être le tableau, en tout cas le plus célèbre de cet article-là. Et c'est une idée qui peut paraître un peu saugrenue, mais en tout cas, ça vous montre le niveau de conceptualisation qu'il y avait à cette époque-là. Pour Panofsky, en effet, chaque œuvre d'art doit être considérée comme une réponse spécifique, historiquement située à une même question transcendantale. Et cette question transcendantale, nous dit-il, c'est celle de la composition artistique, entendue de manière générique comme le processus de mise en forme du sensible. Donc ça, c'est
très largement. Donc, autrement dit, Panofsky va comprendre les œuvres d'art singulières comme autant de solutions individuelles dont le nombre est potentiellement illimité, au problème originel des conditions de possibilité de la représentation figurée. Donc ce problème, selon lui, se pose sous la forme d'une antithèse ou sous l'espèce d'une polarité entre ce qu'il nomme la plénitude et la forme. C'est ce que vous avez en bas à gauche. Donc, pour essayer de le dire simplement, l'art, pour Panofsky, contrairement à la science, va toujours trouver son accomplissement dans ce qu'il appelle la plénitude, c'est-à-dire dans le sensible. L'art reste quand même quelque chose qui va relever de la sensibilité, de la perception. Mais cette plénitude n'y est jamais aussi fluctuante que dans notre perception naturelle. Ce qui fait le propre d'une œuvre d'art, c'est qu'elle va être soumise à l'ordre rigoureux d'une forme, et donc l'œuvre d'art, un tableau, etc., va mettre en forme le sensible. Et c'est là qu'on rejoint encore un autre problème kantien, c'est que cette mise en forme du sensible ne peut elle-même se réaliser que dans un cadre spatio-temporel défini. C'est pour ça qu'à droite du tableau, que je ne vais pas commenter dans le détail, Panofsky, ici c'est un tableau en fait, dans lequel Panofsky se propose de dresser une authentique table des problèmes fondamentaux de l'art, ce qu'il appelle ça. Et cette table des problèmes fondamentaux de l'art, il nous dit que c'est en même temps une table des concepts fondamentaux de toute science de l'art possible. Et là, on a vraiment une influence kantienne, comme dans la table des catégories de la critique de la raison pure. Et ces concepts fondamentaux de l'art, pour lui, vont se déployer entre ce qu'il appelle l'antithèse constitutive du sensible et de la forme d'un côté, et la synthèse non moins constitutive, selon lui, de l'espace et du temps de l'autre. Donc là, pareil, c'est des choses assez compliquées qui ne sont pas forcément intéressantes pour notre propos aujourd'hui, mais ce qu'il faut voir, donc là, vous voyez, il nous parle d'opposition entre l'haptique, c'est-à-dire le tactile et l'optique, la surface et la profondeur, l'interprétation et la juxtaposition. Et ce qu'il faut simplement retenir de ça, c'est que pour lui, ce sont donc des catégories fondamentales de la science de l'art, en ce qu'il s'agit d'une table exhaustive. Pour lui, voilà, avec ces principes-là, on a l'ensemble des concepts qui nous permettent d'analyser à la fois la structure et l'histoire, en tout cas la structure stylistique des œuvres d'art. Donc, on peut dire que ce tableau, cette table des catégories, ces concepts fondamentaux de l'histoire de l'art, prédéterminent pour Wölfflin à la fois ce que peuvent les arts visuels, concrètement, et ce qu'on peut en connaître. Donc là, on voit toujours un lien entre sujet et objet. Et dans un autre texte célèbre qui date aussi de 1924, qui s'appelle Idea, peut-être que vous connaissez, Panofsky rapproche, pour le coup, explicitement sa méthode critique des prolégomènes à toute métaphysique future de Kant. De même, dit-il, que dans la pensée kantienne, l'entendement va prescrire sa loi au monde des sens, lequel se voit dès lors transformé en nature objective. Ça, c'est ce que nous dit Kant dans la critique de la raison pure. De même, pour Panofsky, ce qu'il appelle la conscience de l'art va transformer le donné sensible en une œuvre objective dont l'historien, armé des principes fondamentaux de la science de l'art qui sont décrits ici, pourra justement révéler le sens. Et c'est là, au fond, tout l'enjeu de l'argumentation. Si chaque œuvre d'art est la réponse singulière à une même question transcendantale, cela signifie que chaque œuvre d'art, chacune d'entre elles, est une prise de position, une interprétation particulière du processus d'application de la forme à la plénitude sensible. Parce que vous savez que chez Kant, les concepts s'appliquent à l'intuition sensible. Là, il y a cette idée que la forme va s'appliquer au sensible, sauf que dans la science, là, on est tout de suite dans l'universel et il n'y a pas de variation, on va dire, singulière ou historique. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, on peut dire ça. Alors que là, dans les œuvres d'art, à chaque fois, la réponse que va apporter l'œuvre d'art à cette question unique et universelle va différer, puisque chaque œuvre d'art est différente, la forme va être différente, le contexte va être différent, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on peut penser, à partir de concepts qui, eux, sont fixes, la pluralité, la multiplicité du processus de mise en forme artistique lui-même. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que pour Panofsky, le sens intrinsèque d'une œuvre d'art n'est au fond rien d'autre que l'arrêt d'un choix spécifique parmi l'ensemble des compositions stylistiques possibles qui dérivent de ce tableau-là, et que ce choix renvoie en dernier recours à une certaine conception du monde que l'œuvre exprime et incarne. Et c'est là, dans cette idée qu'il y a un choix possible,
qui va arrimer la question de l'historique au transcendantal. Et ce qui est intéressant d'un point de vue purement d'histoire des idées, c'est que contrairement à ce qu'on affirme trop souvent, il n'y a pas opposition, mais bien continuité entre le Panofsky dit philosophe des années 20 et le Panofsky américain d'après-guerre. Parce qu'on distingue en général le jeune Panofsky dans les années 20-30, donc, qui est à Hambourg, à l'Institut Warburg et à l'Université de Hambourg. Donc il fréquente des philosophes comme Cassirer, il fréquente Warburg, etc. Il fréquente énormément de philosophes. Et c'est à ce moment-là qu'il va écrire tous ces textes très connus, comme La perspective comme forme symbolique, etc., qui sont des textes extrêmement théoriques. Celui-là, c'est peut-être le plus théorique d'entre eux. Et donc vraiment d'épistémologie de l'histoire de l'art. Et quand il émigre dans les conditions que vous savez, après l'accession des nazis au pouvoir, il émigre aux États-Unis. Et là, il va développer son iconologie telle qu'on la connaît de manière plus générale aux États-Unis. Et il y a un peu cette idée, en tout cas dans l'historiographie, que Panofsky, là, abandonnerait toute prétention philosophique, toute rigueur un peu conceptuelle pour développer une sorte d'herméneutique de bonne aloi des œuvres d'art, enfin, quelque chose de beaucoup plus historien. Je dis ça sans... j'ai beaucoup d'amour pour l'histoire, donc ça, c'est pas le problème. En tout cas, chez les philosophes, il y a un petit peu cette idée-là qu'il abandonnerait la philosophie. Et en fait, on voit que c'est pas du tout le cas. En fait, cette transition, elle est plutôt liée à l'articulation même de son histoire intellectuelle, de son développement intellectuel. Puisque, en fait, le Panofsky américain, qui va développer donc sa méthode iconologique de comment on interprète concrètement une œuvre d'art à partir des textes, à partir des sources, etc., en fait, si Panofsky peut développer cette théorie iconologique aux États-Unis, c'est parce qu'il est, pour lui, désormais en possession de tous les outils conceptuels de l'analyse stylistique qu'il a justement trouvés lorsqu'il était en Allemagne. Et donc on voit là vraiment qu'il y a une articulation, une continuité plutôt entre les deux Panofsky plutôt qu'une coupure. Et c'est dans cette articulation et cette continuité que se joue conceptuellement l'articulation du transcendantal et de l'historique. Et de la même manière, on voit aussi que, contrairement à une autre caricature qu'on fait de Panofsky, où on dit que c'est un historien de l'art qui serait au fond intéressé plus par les textes, par le sens culturel des images et des œuvres, plutôt que par leur apparence et leur forme visuelle, là on voit que ce n'est pas le cas, parce que là, ces catégories fondamentales sont vraiment des catégories stylistiques à part entière. Donc voilà, c'est plus, on voit que des fois les découpages qu'on fait historiographiquement dans les pensées ne sont pas forcément aussi tranchés que ce qu'on veut bien en dire. Donc, juste pour conclure rapidement là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que le but de Panofsky n'a jamais été de subordonner l'histoire de l'art à l'histoire culturelle ou des idées, mais bien de comprendre, grâce aux principes fondamentaux, comment la création artistique participe, au même titre que les autres activités humaines, de la formation de cultures différentes au cours de l'histoire. Et ça aussi, c'est quelque chose de très présent chez Wölfflin. S'il s'intéresse de manière si prononcée aux principes, aux concepts fondamentaux de l'histoire de l'art, c'est non seulement pour donner à l'histoire de l'art ses lettres de noblesse scientifique, mais c'est aussi pour la légitimer, même institutionnellement, comme une science à part entière distincte de l'histoire. Il y a cette idée que l'histoire de l'art participe, comme la linguistique, comme l'histoire de la littérature, comme la musicologie, etc., de l'histoire de la culture prise au sens large, mais qu'elle a des spécificités qui sont liées au fait qu'elle s'intéresse à des œuvres visuelles qui donc ont des structures, etc., qui ne sont pas les mêmes qu'en littérature, etc. Donc il y a à la fois légitimer la scientificité à proprement parler de la science de l'histoire de l'art, et en même temps sa spécificité par rapport aux autres sciences affines ou cousines que sont les autres sciences de la culture. Donc ça, c'est vraiment un des traits les plus importants de cette période de la Kunstwissenschaft. Et donc, pour avancer un petit peu, cette articulation kantienne, ou plutôt néo-kantienne, de l'historique et du transcendantal chez Panofsky, a conduit, de manière assez légitime, de très nombreux commentateurs à rapprocher sa pensée, donc celle de Panofsky, de la philosophie d'Ernst Cassirer, dont on a parlé tout à l'heure. Et en même temps, c'est quelque chose d'assez naturel à première vue, puisque
Cassirer était à la fois l'ami et le collègue de Panofsky à l'université de Hambourg et au sein de l'Institut Warburg, que Cassirer a été l'un des principaux artisans du retour à Kant, donc le néo-kantisme en fait, c'est ça, c'est après l'idéalisme allemand, etc., Hermann Cohen, Paul Natorp, etc., entre autres, on dit, voilà, retour à Kant, et donc à la fin du 19e, début 20e siècle, il y a vraiment ce retour à Kant très fort qui se fait dans la philosophie allemande. Et donc, voilà, Cassirer, c'est l'un qui était l'élève d'Hermann Cohen, c'est l'un des principaux artisans de ce retour à Kant. Et donc, voilà, là, il y a une constellation intellectuelle qui fait que, bien sûr, quand Panofsky se revendique de Kant et qu'on a Cassirer qui est un néo-kantien, ben voilà, on se dit, effectivement, ça marche quand même assez bien. Et on cite toujours, j'en ai parlé tout à l'heure, l'essai de Panofsky, qui est un de ses plus connus, qui s'appelle La perspective comme forme symbolique, qui est un hommage explicite à la philosophie des formes symboliques que Cassirer écrit à Hambourg dans les années 20. Donc là, il y a vraiment quelque chose, Panofsky, lui, se revendique de la philosophie de Cassirer. Et ce qui marche aussi assez bien conceptuellement, c'est que les néo-kantiens, et Cassirer en particulier, ont eux-mêmes tenté de rendre compte du devenir historique de la science. Les néo-kantiens, Cohen, Natorp et Cassirer, le premier Cassirer, à la base, c'est plutôt des philosophes des sciences, et sont des philosophes des sciences qui s'intéressent au développement historique de la science. Quand je parle de philosophes des sciences, c'est plutôt aux sciences naturelles, mais ils s'intéressent aussi aux sciences humaines. Et eux-mêmes gardent cette idée de penser le développement historique de la science sans pour autant abandonner l'exigence d'une critique transcendantale, donc c'est-à-dire d'une fondation assurée et universelle de la validité de la science. Mais quand on regarde de plus près les textes de Cassirer et de Panofsky, et ça c'est vraiment un de mes chevaux de bataille, c'est qu'il n'est pas sûr que ce parallèle entre les deux penseurs tienne réellement l'analyse. Et l'une des choses qui est les plus évidentes et qui a été un peu passée sous silence et qui a été en fait le point de départ de ma thèse, qui a porté justement sur Wölfflin et Cassirer, c'est que dans l'étude que Cassirer consacre en 1942 à l'épistémologie des sciences humaines, qui s'appelle Logique des sciences de la culture, Cassirer va longuement parler de l'histoire de l'art, qui est, avec la linguistique, la science vraiment qu'il étudie de plus en détail. Et l'historien, en tout cas la méthode qu'il va élever au rang de modèle, je cite, modèle de toute histoire future de l'art qui voudrait s'affirmer en tant que science, donc là vraiment il nous dit c'est le modèle par excellence de l'histoire de l'art scientifique, il parle de Wölfflin et pas de Panofsky. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est passé à la trappe, et donc c'est le point de départ de ma thèse, d'essayer de comprendre pourquoi, alors que tout semblait relier Cassirer à Panofsky, pourquoi il choisit Wölfflin, qui est en fait censé être l'opposé de Panofsky. Donc ça, pareil, je ne vais pas y aller dans le détail, mais c'est des choses assez intéressantes historiographiquement parlant. Et en fait, ce qui a beaucoup étonné les commentateurs, c'est que, alors que Panofsky, vous le voyez, vous l'avez vu dans le tableau précédent, a une vraie rigueur transcendantale, cherche vraiment à faire des catégories extrêmement précises, extrêmement abstraites de l'histoire de l'art. Alors, on pourrait dire que c'est quelque chose qui aurait pu plaire à un philosophe, et alors qu'en fait, Cassirer va chercher les catégories de Wölfflin qui, elles, sont beaucoup plus imprégnées d'empiricité, beaucoup plus liées à sa pratique concrète de l'histoire de l'art. Et Panofsky lui-même, en fait, a vraiment attaqué Wölfflin sur le fait que ces catégories étaient vraiment imprécises, et le fait que cette imprécision des catégories wölffliniennes les rendait, donc, selon Panofsky, attaquables tant du point de vue de l'histoire de l'art que de la théorie de l'art. Donc là, je vous mets pour mémoire la petite note, donc c'est une note, mais elle est très importante dans le texte, de ce que dit Panofsky de Wölfflin dans son article sur la relation entre l'histoire de l'art et la théorie de l'art. Donc je cite, « Considérés comme des concepts fondamentaux de la science de l'art, les catégories de Wölfflin ne satisfont pas à l'exigence d'être légitimées a priori et de posséder leur objet par-delà le monde phénoménal. Considérées comme des concepts caractérisants de l'histoire de l'art, elles ne satisfont pas à l'exigence de traduire la diversité des phénomènes artistiques concrets. » Donc là, en gros, ce qu'il reproche à Wölfflin, c'est d'être un peu dans l'entre-deux. Et pareil, c'est quelque chose dont je ne voulais pas parler aujourd'hui, mais cet entre-deux vient du fait que la méthode de Wölfflin est très proche de ce que Weber appelait l'idéal type, en fait. C'est-à-dire qu'il part vraiment d'une catégorie empirique et il va l'intensifier, en fait, pour utiliser un vocabulaire goethéen. C'est-à-dire qu'il va partir
quelque chose vraiment qui va repérer dans le réel des œuvres et la tirer, le grossir pour en faire une catégorie, mais donc on n'a pas une déduction transcendantale vraiment très, très abstraite comme on a chez Panofsky. Donc c'est sûr que là, entre les deux, ça ne pouvait pas passer. Mais donc, la question, c'est pourquoi un philosophe comme Cassirer, qu'on considère comme néo-kantien, va aller chercher plutôt du côté de ces catégories impures, entre guillemets, de Wölfflin. Alors, est-ce que c'est parce que Cassirer considère que l'articulation que Panofsky va faire entre l'historique et le transcendantal ne va pas assez loin, qu'il a posé les bases, certes, d'une critique transcendantale des sciences historiques, mais qu'il n'a pas su, en retour, penser l'historicité même de ces conditions transcendantales. Voilà, donc ça, c'était un peu les questions qui m'animaient pendant ma thèse. Et ce qui est clair, en tout cas, et qui peut peut-être donner un premier élément de réponse sur le fait, pourquoi Cassirer est allé chercher Wölfflin, c'est que Wölfflin lui-même, en tout cas, il assume totalement ce caractère impur. Donc, ni tout à fait transcendantal, ni tout à fait historique de ces catégories. Et d'ailleurs, Weber lui-même a écrit une recension assez élogieuse des travaux de Wölfflin. Donc, Weber lui-même a reconnu en Wölfflin le fait qu'il avait une méthode idéale typique, d'une certaine manière. Et là, je vais vous montrer un petit extrait de la toute fin de l'ouvrage, donc le plus célèbre de Wölfflin, qui sont les principes fondamentaux de l'histoire de l'art de 1915. Donc là, c'est la nouvelle traduction qui va sortir en septembre. Et donc, dans cette conclusion, ce qui est intéressant en tout cas pour le philosophe que je suis, c'est que Wölfflin va affirmer à la fois la proximité et la distance de ces concepts d'analyse stylistique, donc le linéaire et le pictural, plan et profondeur, forme fermée, forme ouverte, etc. Il a une série de 10 concepts. Et donc, il va affirmer à la fois la proximité et la distance de ses propres concepts avec les catégories kantiennes. Donc, je cite Wölfflin. Envisagé dans toute son amplitude, le processus de transformation de la représentation a été formalisé en 5 couples conceptuels. On peut désigner ces couples comme des catégories de l'intuition sensible, sans courir le risque d'une confusion avec les catégories kantiennes. Bien qu'elles suivent manifestement des tendances parallèles, nos catégories ne dérivent pas d'un principe unique. Un mode de pensée kantien n'y verrait sans doute qu'un fatras hétéroclite. Il est sans doute possible d'établir encore d'autres catégories, que pour ma part je n'aurais pas identifiées, et celles qui sont proposées ici ne sont pas si intimement apparentées qu'on ne puisse les envisager dans d'autres combinaisons. Reste que dans une certaine mesure, elles se conditionnent mutuellement, et si l'on refuse de leur appliquer à la lettre le terme de catégorie, on peut néanmoins les considérer comme 5 points de vue différents sur une seule et même réalité. Donc ici, Wölfflin fait manifestement référence à un passage archi-connu de la critique de la raison pure. En fait, je vois que je prends un peu de retard. Est-ce que j'ai encore... parce qu'il est 15h, on a commencé... Parce que moi, je peux m'arrêter. On a commencé à 10, donc on peut aller jusqu'à 15, 20. D'accord, ok. Bon, je verrai peut-être que je... Oui, au pire, je raccourcirai, puis on discutera. Il n'y a pas de souci. Donc ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Wölfflin fait manifestement référence à un passage très connu de la critique de la raison pure, dans lequel Kant oppose l'universalité et la systématicité de ses propres catégories transcendantales à la simple accumulation sans ordre, Aufgeraft, en allemand dit Kant, des catégories aristotéliciennes. Donc là, on voit qu'en gros, Wölfflin assume par avance le reproche que lui fera Panofsky 10 ans plus tard. Et là, pour Wölfflin, l'enjeu est double. Il s'agit d'une part de montrer qu'il existe bien des catégories de l'intuition sensible, alors que chez Kant, la catégorie est ce qui va dépasser nécessairement l'expérience sensible, puisqu'elle est au principe de sa structuration conceptuelle. Donc là, pour un kantien, une catégorie de l'intuition sensible, c'est quelque chose d'un peu paradoxal. Et il va s'agir d'autre part, pour Wölfflin, de justifier l'opérativité cognitive de ces catégories, qui, bien que tirées de l'expérience historique, prétendent posséder une valeur, donc peut-être pas transcendantale, mais au moins structurale ou transhistorique. Donc c'est là on a le caractère idéal typique de ces catégories. Donc on les tire de la matière historique, mais pour leur conférer une sorte de statut méta-historique. Donc là, on voit que contrairement à Panofsky, on garde une sorte de séparation entre le transcendantal et l'empirique ou l'historique, comme chez Kant. Là, chez Wölfflin, il va vraiment, lui, assumer une sorte d'entre-deux. Plus, vous voyez, je pense que c'est quelque chose qu'on expérimente un peu tous, quoi. C'est induction, déduction en permanence, on est dans un cercle, mais ce cercle est très producteur, ce n'est pas un cercle vicieux chez Wölfflin.
Et donc là, l'idée, c'est pas non plus d'aller dans le détail de l'argumentation de Wölfflin, mais ce qui m'intéresse, moi, en tout cas, dans mon travail, c'est qu'en abandonnant la séparation kantienne de l'empirique ou de l'historique et du transcendantal que Panofsky, lui, va maintenir, en montrant combien le transcendantal va opérer au cœur même de l'empirique, parce que quand on parle de catégorie de la perception ou de la sensation, là, Wölfflin va nous dire qu'en fait, il y a déjà une mise en forme qui s'opère au cœur même, enfin, c'est ce que va démontrer la psychologie de la Gestalt, en fait, exactement à la même époque, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas simplement du sensible, des sensations en data comme ça, fragmentées, mais on va toujours déjà percevoir des formes. Le monde qu'on va percevoir est déjà formé, alors que chez Panofsky, il y a cette idée que la mise en forme se fait dans l'œuvre d'art et pas tellement dans la perception visuelle naturelle. Alors que chez Wölfflin, il y a un vrai lien de continuité, alors qu'il ne va pas forcément, c'est quelque chose qui lui a été beaucoup reproché, il n'a pas réussi vraiment à articuler les choses. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Wölfflin, par exemple, va parler de forme du voir historiquement située. Il va dire il y a une forme du voir classique, une forme du voir baroque, qui se retrouve objectivement dans les œuvres, mais qui aussi était ce que vivaient, ce que voyaient les gens de l'époque. Et il nous dit, une des phrases les plus célèbres de Wölfflin, c'est « on ne voit pas seulement autrement, on voit aussi autre chose ». Ça, c'est quelque chose, ça c'est vraiment son motto, entre guillemets, c'est que la perception visuelle, mais bon, ça pourrait être la même chose pour l'audition, etc., donc est en fait toujours déjà formée, et on ne va pas, en fonction de l'histoire, de la culture, voilà, on ne va pas voir les mêmes choses, et les œuvres d'art sont pour lui une objectivation de ce que les contemporains de ces œuvres voyaient, ou en tout cas mettaient en avant dans le champ du visible. Donc, il nous dit que l'art classique va plutôt insister sur le côté tactile de la vision, donc sur les formes vraiment bien cernées, etc., alors que le baroque est plus dans l'unité de la représentation, une représentation par tâche, etc. Et donc, on voit bien que dans la perception même, on ne va pas mettre l'accent sur la même chose, et donc qu'il y a déjà une mise en forme qui s'opère au sein de la perception. Et là, c'est quelque chose qui va vraiment lier, enfin, en tout cas qui est très similaire à ce qui se développe exactement à la même époque dans la psychologie de la Gestalt. Et en fait, c'est là-dessus que va s'opérer, donc je pense que je n'aurai pas le temps d'en parler, parce que j'avais quelque chose sur Cassirer à la fin, mais ce n'est pas très grave, c'est là-dessus que va s'opérer l'intérêt de Cassirer pour Wölfflin. C'est en fait ce maintien d'une sorte de transcendantal dans l'empirique qui est en même temps une historicisation du transcendantal, puisqu'on fait, on est dans une forme toujours mouvante. Et donc l'idée, c'est de prendre à bras-le-corps ce monde mouvant qui est le nôtre, qui se développe historiquement parlant, qui est fait de formes, et d'essayer de lui donner, de prendre des points d'appui comme ça, de les tirer de l'empiricité, de trouver des points d'appui pour faire sens de ce monde mouvant. Et donc on voit qu'on a une relation à la vérité qui est beaucoup moins verticale, qui est beaucoup plus horizontale, et qui en fait va être celle que va développer Cassirer dans sa philosophie. Et donc on verra si je peux arriver jusque-là, mais en tout cas, ce qui est intéressant, et ce qui, à mon avis, fait le fondement, le fondement de la rencontre théorique qui se passe entre Wölfflin et Cassirer, ça c'est aussi quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que Cassirer et Wölfflin ont plus ou moins de la même génération, Wölfflin a 10 ans de plus. Cassirer s'intéresse à Wölfflin à la fin des années 30, quand lui-même est en exil, parce qu'il était juif aussi, donc il a dû fuir l'Allemagne. Et donc il s'intéresse à Wölfflin quand il est en Suède et aux États-Unis, donc quand il n'a plus aucun contact avec lui, et Wölfflin est très vieux à cet âge-là, il a presque 80 ans, et Wölfflin, lui, qui est suisse-allemand, est rentré en fait en Suisse dès les années 20, donc avant même l'accession de Hitler au pouvoir. Donc il a fui l'Allemagne, même s'il n'était pas inquiété, puisque lui n'était pas juif. Mais donc il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas eu d'échange intellectuel entre les deux. Mais il y a un vrai terreau commun qui a fait que Cassirer a pu s'intéresser à Wölfflin. Et ce terreau commun, c'est Goethe. Donc c'est pour ça qu'on en parlait à midi. Ce qui va vraiment rapprocher Wölfflin et Cassirer et qui va distinguer ces deux penseurs de Panofsky,
c'est que le rapport à Kant que Wölfflin et Cassirer vont développer est en fait très largement médiatisé par l'influence profonde qu'a eu sur eux la pensée goethéenne. Et si dans le monde francophone, ou en tout cas en France, on pense à Goethe comme un poète, ce qu'il était surtout, bien sûr, on a tendance un petit peu à oublier qu'il était aussi, qui s'est consacré toute sa vie durant aux sciences naturelles. Et en fait, c'est beaucoup plus le Goethe naturaliste qui a infusé dans la culture et dans la science allemande de ce début du XXe siècle, puisqu'en fait, Cassirer et Wölfflin ne sont pas les seuls goethéens de l'époque, mais c'est surtout en fait le Goethe naturaliste qui a une influence à cette époque-là. Et ces contributions décisives au débat botanique et zoologique de son temps, du XVIIIe siècle, qui vont vraiment faire l'objet de beaucoup de recherches au début du XXe siècle. Et en fait, le grand apport de Goethe à la théorie de la connaissance, c'est celui de la morphologie. Mais au sens, là, pas au sens de la morphologie comme on peut le dire en linguistique, mais vraiment au sens de la description dynamique des formes organiques. C'est vraiment quand il étudie les plantes ou les animaux, ou les os, les squelettes. Donc la morphologie, et là aussi c'est quelque chose d'intéressant, c'est que morphologie, c'est un terme inventé par Goethe lui-même. Donc la morphologie pour Goethe, c'est la description dynamique des formes organiques qui ne sont plus conçues comme de simples structures statiques qui seraient en attente de leur dénomination, comme chez Linné par exemple. Donc on va dire, voilà, on a le squelette, on va désigner les os, etc., penser les articulations. Mais ce qui va intéresser Goethe, lui, dans ces formes visuelles, enfin en tout cas dans les formes de la nature, c'est plutôt leur transformation. Alors pas forcément au sens darwinien, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, parce qu'on ne peut pas dire que, même si Goethe a été très important pour Darwin pour penser l'évolution des espèces, ça se passe sur un autre plan chez Goethe, c'est plutôt un plan idéal. Mais en tout cas, ce qui intéresse Goethe, notamment dans le développement d'une plante, par exemple de la racine à la fleur, c'est qu'elle va se développer et que, donc plutôt que de décrire cette structure, la structure de la plante et de dénommer, de mettre des termes sur chaque partie de la plante, Goethe va postuler, ou en tout cas dire, que c'est dans la dynamique même de ce développement que va se révéler le sens de la plante. Donc c'est dans la morphologie, il y a cette idée que la forme en fait est en constante transformation, ne cesse pas de changer, et que le sens même de cette forme va se révéler à la surface même de cette transformation. Donc il suffit de décrire la transformation de manière très précise pour donner sens. En fait, le sens vient, le sens se révèle à nous de manière visible dans la transformation même de la plante, si on prend le temps de la regarder comme il faut. Donc il n'y a pas cette idée que ça s'offrirait à nos yeux. Il faut justement prendre le temps de regarder les plantes. Il n'y avait pas à l'époque les caméras qui permettent de regarder une fleur. Voilà. Donc, et en fait, on voit que la connaissance défendue par Goethe est extrêmement visuelle. Et donc, il nous dit qu'il faut que le sens de ces formes anatomiques ou des plantes se donne dans leur apparaître même. En fait, Goethe, c'est aussi une des sources de la phénoménologie. Donc là, vous voyez, on est dans un... Et c'est pour ça, en fait, qu'il est si intéressant pour les historiens de l'art, notamment pour Wölfflin, parce qu'en fait, on est dans le visuel, on est dans une forme qui se transforme au cours du temps. Donc, en fait, là, on a un vrai parallèle entre l'histoire de l'art et l'histoire naturelle, mais donc qui n'est pas exactement le même qu'on pourrait croire au premier abord, puisque là, dans le champ goethéen, l'histoire naturelle n'est pas l'histoire naturelle telle qu'on la conçoit en général. Et donc, avec Goethe, le discours scientifique va assumer sans réserve la nature à la fois sensible, multiple, émouvante de la vérité. D'où donc son étroite proximité avec la création artistique et avec l'histoire de l'art. Une des grandes... ce que nous dit Goethe, il nous dit « Il n'est de vérité que doté d'une forme que vue ». Donc, ce qui implique en retour que toute forme va se donner comme toujours déjà signifiante dans le mouvement même de sa manifestation. Donc là, c'est vraiment un lien avec la phénoménologie aussi. Autrement dit, pour Goethe, toute forme est par définition symbolique, dans le sens où toute forme, de par la structure visible qu'elle va, dans l'apparition même de cette structure, va faire sens. C'est pour ça que la forme est symbolique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper quand on parle de philosophie des formes symboliques chez Kant, c'est dans ce sens-là, en fait.
c'est dans le sens que la forme elle-même est ce qui fait sens dans le sensible. Et c'est pour ça que c'est une pensée intimement esthétique. Ça, c'est aussi quelque chose que je défends, c'est l'idée que la philosophie des formes symboliques de Cassirer est intrinsèquement esthétique, dans ce sens-là, dans le sens où il y a cette idée que le sensible lui-même fait sens, le sensible est toujours déjà mis en forme, et que la forme est la manifestation même du sens dans le sensible. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très fort aussi avec l'histoire de l'art à cette époque-là. Et donc là, je vous cite une des maximes les plus fameuses de Goethe. C'est, alors je ne sais pas si je vous l'ai mis, oui. C'est le summum serait de comprendre que tout ce qui est factuel est déjà théorie. Le bleu du ciel nous révèle la loi fondamentale du chromatisme. Ne cherchons rien derrière les phénomènes, ils sont eux-mêmes la théorie. Et donc, on comprend là qu'une telle affirmation ait pu être si féconde dans l'émergence de ce qu'on appelait les sciences de la culture à l'époque, au début du XXe siècle en Allemagne, c'est puisqu'on peut la transposer d'une certaine manière assez facilement dans le domaine de la culture et encore plus dans l'histoire de l'art, puisque ce que va chercher à saisir l'historien de l'art, c'est justement le sens qui agit au sein même des phénomènes stylistiques. C'est comment, en fait, rendre compte pourquoi les œuvres de la Renaissance ont cette forme-là, qu'est-ce que ça veut dire, au-delà même, je veux dire, c'était ça c'est ça l'intérêt, c'est ça que cherchait à comprendre Wölfflin, c'est au-delà même de l'usage politique, de l'usage social, etc., religieux des œuvres d'art, et c'est pour ça que l'histoire de l'art a une spécificité, une légitimité en tant qu'histoire de l'art par rapport à la science de la culture, à l'histoire politique, etc., c'est que les œuvres elles-mêmes, dans leur visibilité et dans leur transformation visible, ont un sens en elles, et que cette transformation structurelle, visible des œuvres, a un sens en soi qui vaut la peine d'être connu, et c'est ça que l'histoire de l'art, en fait, doit chercher à connaître. Et en fait, chez Cassirer, on a exactement la même chose dans sa philosophie des formes symboliques, puisqu'il va chercher à faire ressortir la théorie immanente ou inhérente aux diverses formes symboliques. Donc les formes symboliques pour Cassirer, c'est la science, l'art, la technique, le mythe, etc. Donc il est à un niveau plus macro, on va dire. Il n'est pas au niveau des œuvres singulières, mais on retrouve cette même idée, donc, qui est goethéenne. Et quand je parlais de la Gestalt, la psychologie de la Gestalt, en fait, la psychologie de la Gestalt est entièrement goethéenne, s'enracine dans la morphologie goethéenne. Et c'est ça, le lien complet entre toutes ces théories, c'est vraiment cette idée que la théorie est inhérente la théorie, le sens, est inhérente aux phénomènes eux-mêmes, puisque c'est dans leur forme, dans leur structure, que cette théorie éclos, en fait, et donc il faut essayer de la comprendre. Et donc on voit que dans un cadre conceptuel pareil, l'idée de vérité devient nécessairement plurielle, mobile, changeante, variable. Et c'est quelque chose on pourra peut-être en parler dans la discussion, mais sinon ça sera trop long. Si j'avais eu plus de temps, je vous aurais parlé là spécifiquement de Cassirer. Mais c'est en fait finalement la question philosophique que cherche à aborder Cassirer, c'est comment penser une unité de la vérité, ou comment donc garder alors je ne sais pas si on peut continuer à parler de transcendantal chez Cassirer, tellement la théorie kantienne chez lui est vraiment modifiée de A à Z, mais c'est cette idée de tenir les deux bouts, de comprendre comment nos cadres conceptuels, non seulement les objets qu'on va étudier se transforment et changent, donc les formes naturelles et encore plus les formes culturelles, mais que nos cadres conceptuels eux-mêmes changent, puisqu'il y a une histoire de la science, il y a une histoire de la philosophie, et donc tout le travail de Cassirer, ça c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, donc c'était plus prospectif là ce que j'allais vous dire, donc c'est pour ça que c'est pas très grave si j'ai pas le temps d'en parler, mais c'est d'essayer de comprendre comment on peut maintenir cette idée de vérité, en tout cas, tout en tenant dans le même temps l'idée de multiplicité. Donc, c'est
essayer d'une certaine manière de penser une sorte d'universalisme qui serait différencié sans tomber dans un pur relativisme. Donc c'est trouver des points d'ancrage. Donc c'est pour ça que Wölfflin est une figure importante pour lui, c'est qu'on reste dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le purement empirique, le purement factuel, puisqu'en fait, les faits, on ne peut les penser que grâce à des catégories conceptuelles, mais on ne peut plus, comme Kant, penser que les concepts sont posés une fois et pour toutes, sont éternels. Et ça, en fait, c'est aussi valide dans les sciences naturelles. Et ce qui a à la fois, et je vais finir là-dessus, cette idée donc, d'un changement historique de nos cadres de connaissances, Cassirer l'a vu à l'œuvre dans les sciences humaines, sciences historiques de son époque, mais en fait, à la base, il était plutôt intéressé par les sciences naturelles, et ce qui l'a intéressé notamment, c'est toute l'émergence des théories, des géométries dites non euclidiennes à la fin du XIXe siècle, et en fait, ça a vraiment bouleversé le paysage scientifique, puisque d'un coup, en fait, on avait plein de types d'espaces différents. Alors qu'avant, c'était simple, avec Newton, et c'est ce que disait Kant, en fait, on peut comprendre la nature, puisqu'on a ce cadre tridimensionnel de la géométrie euclidienne qui nous permet de penser l'espace naturel. Et donc là, on a une base ferme, universelle, pour penser la nature. Sauf qu'à partir du moment où on peut avoir une multiplicité de géométries qui donnent des espaces mathématiques différents, et bien là, on est un peu perdu, parce qu'on a une variété de cadres conceptuels différents. Et c'est pour ça que Cassirer s'intéressait à Einstein, puisque en fait, Einstein va prendre va grâce à des géométries non euclidiennes, développer sa théorie de la relativité. Donc il va prouver qu'on peut, grâce à un autre cadre conceptuel, penser de manière effective ce qu'est le monde physique. Et donc vous voyez, on retrouve cette idée d'un changement. Donc ce qu'on dit, et je vais finir là-dessus, ce qui est intéressant aussi avec cette tradition de pensée, c'est qu'elle remet un petit peu en cause la partition entre sciences naturelles et sciences de la culture ou sciences humaines, puisque au fond, la science est aussi un produit culturel, pas au sens où ça serait complètement... Enfin, c'est aussi conditionné socialement, historiquement parlant, etc. Mais dans sa conceptualité même, la science se transforme et donc les cadres scientifiques eux-mêmes se transforment. Et donc voilà, donc je crois que je vais finir là-dessus. J'espère que ce n'était pas trop long, pas trop aride. J'espère que je ne vous ai pas assommé et j'attends avec grande impatience vos questions. Merci. Voilà, merci beaucoup, Ami, pour cette très belle conférence, très complète et très éclairante à la fois sur la Kunstwissenschaft et puis sur le rapport aussi Wölfflin-Cassirer, plus précisément, y compris via Goethe. Ça va sans doute susciter pas mal de questions. En tout cas, moi, j'en ai déjà une petite rafale. Mais avant ça, on va prendre le temps d'un petit drink, une petite pause. Ouais. On va prendre une dizaine de minutes. OK ?